Donald Trump vient récemment de signer un décret faisant de l'anglais la langue officielle des États-Unis. Pour ceux qui ne le savaient pas, jusque-là, les États-Unis n'avaient pas une langue officielle. C'est-à-dire sur le plan fédéral, il n'y avait pas une langue officielle. C'est vrai que, étant aux États-Unis, l'anglais, la langue qui prédominait, c'était l'anglais. Mais l'anglais était toujours épaulé par l'espagnol, par le créole. En fait, c'était, il y avait des sous-langues qui étaient toujours là par rapport aux populations dominantes du pays. Par exemple, les populations qui sont frontalières. On va prendre les populations qui parlent beaucoup plus espagnol et créole, parce que ce sont des gens qui sont juste à côté. Si vous allez à Miami, Miami est comme une ville d'Haïti. Pourquoi ville d'Haïti? Parce que c'est juste, on appelle ça la capitale d'Haïti, parce qu'ils sont très très nombreux à Miami et c'est naturel quoi. Ils s'expriment en créole partout. Il en est de même pour l'espagnol. Et pour ceux qui ne le savaient pas, les États-Unis possèdent 5 territoires, dont le plus grand est Puerto Rico, qui est un territoire où on parle uniquement espagnol. Donc, il est tout à fait normal que les documents soient en espagnol ici aux États-Unis. Certains documents, lorsque vous arrivez dans une administration, on va vous demander la langue dans laquelle vous voulez. Par exemple, si c'est au DMV, où vous allez passer votre permis de conduire, on va vous demander dans quelle langue vous allez parler. Est-ce que c'est en anglais, est-ce que c'est en espagnol? Alors, on vous donne le document en espagnol ou on vous donne votre test en espagnol parce que l'objectif pour eux, ce n'était pas de t'enseigner la langue, mais juste de vérifier tes compétences dans un certain domaine précis. Par exemple, si tu viens pour passer le permis de conduire, au lieu qu'on te juge sur la langue, on te juge sur ce que tu sais faire en termes de conduite. Donc, et cela est rentré beaucoup plus en vigueur avec l'ancien président Bill Clinton, qui avait permis qu'on commence à avoir plusieurs langues dans plusieurs administrations. Même moi, au boulot, lorsque quelqu'un ne parle pas anglais, et si c'est un Cubain, un Colombien, un Vénézuélien, on sera obligé d'échanger en espagnol parce que mon objectif, ce n'est pas l'imposer, ce n'est pas d'imposer l'anglais, mais c'est de faire en sorte qu'il y ait de la bonne communication, qu'ils me comprennent et que j'arrive à le comprendre. Donc, on est obligé de faire ça en espagnol. Mais le décret de Donald Trump vient d'imposer l'anglais comme étant la langue officielle. Il a dit que c'est tout à fait normal que la seule langue officielle soit l'anglais. Et moi, je suis d'accord avec lui. Je pense que lorsqu'on arrive dans un pays, la toute première chose qu'on doit faire, c'est de parler la langue. C'est d'apprendre la culture. Surtout si vous avez l'objectif de rester ici, il est tout à fait normal que vous parliez anglais. Ça, on n'a pas besoin d'être contre Trump ou d'être pour Trump. C'est la logique. J'ai l'habitude de taper sur Donald Trump lorsqu'il fait quelque chose qui ne m'arrange pas, je le dis. Mais là, je suis d'accord avec lui. On est aux États-Unis. Il faut que les gens s'expriment en anglais. Moi-même, j'ai déjà croisé j'avais croisé une maman chinoise qui avait pratiquement 50 ans, qui est même née ici, mais elle parlait à peine anglais. Pourquoi? Parce que elle est habituée à ce que dans chaque administration, il y a une possibilité de traduction. Lorsqu'on ne peut pas vous comprendre, on est obligé d'appeler l'interprète parce qu'on veut que le service vous soit rendu. Donc on appelle l'interprète pour rendre la communication facile. Mais maintenant, sur le plan fédéral, ce ne sera que l'anglais.
vous voulez passer un examen, ce sera uniquement en anglais et c'est tout à fait normal. Et puis ça permet de donner de la valeur au pays dans lequel vous êtes arrivé, du respect également. On va prendre même l'exemple en Afrique. Un Gabonais qui arrive en Côte d'Ivoire doit forcément apprendre les codes de la Côte d'Ivoire, apprendre même le nouchi, parce que je suis chez vous, je dois m'adapter, je ne veux pas être perdu. Il ne faudrait pas que quand j'arrive dans un certain coin, que je sois perdu. En fait, on n'a même pas besoin de me l'imposer. Ça vient naturellement. Surtout si j'ai l'objectif de m'installer dans ce pays-là, je dois apprendre. Je vais au Bénin, je dois apprendre certaines langues, ou bien la langue majoritaire du Bénin, où je sais que si je parle, on peut facilement me comprendre partout. C'est tout à fait normal. Encore que un Gabonais qui va au Bénin, tout le monde parle français, donc il peut forcément s'exprimer dans la même langue, c'est-à-dire en français. Mais aux États-Unis, il faut que ça soit forcément l'anglais. Les autres langues-là, ça c'est lorsque ce sont les petites administrations, on vous donne des documents. Les documents vont rester dans plusieurs langues. J'ai déjà vu quelqu'un, un Haïtien, passer le permis de conduire en créole, rien qu'en créole, parce que il fallait qu'on le juge sur ses compétences. Mais, de grâce, lorsque vous arrivez, et ça c'est un conseil que je donne à mes frères et sœurs africains, lorsque vous arrivez, l'objectif premier, c'est d'apprendre la langue. Là, tu ne le fais pas pour respecter le décret qui a été signé par Donald Trump. Tu le fais pour toi-même, parce que ça va mieux t'aider. Tu es aux États-Unis, tout se fait en anglais. Si tu veux aller à l'école, il faut parler en anglais. Si tu veux communiquer, c'est en anglais. Il est tout à fait normal que tu t'améliores, que tu sois capable de tenir une conversation en anglais, de regarder les informations en anglais, tout en anglais, c'est tout à fait normal. Ça, on n'a pas besoin d'obliger quelqu'un à le faire. Ça devrait être ton objectif premier lorsque tu arrives ici aux États-Unis. Apprendre l'anglais. Objectif premier. Et lorsque tu connais déjà l'anglais, tu peux déjà connaître les codes des États-Unis. Tu peux déjà apprendre le système, comment fonctionnent les choses aux États-Unis. Comment tu vas savoir si tu ne parles pas? Comment tu vas parler anglais si tu ne restes que dans ta communauté où vous ne parlez que dans votre langue maternelle, sans pourtant sortir de votre zone de confort? Il faut essayer de côtoyer d'autres personnes pour que tu t'améliores, pour que tu améliores ton audition, pour que tu améliores ton expression en anglais. C'est tout à fait normal. Même ici aux États-Unis, certaines personnes ont souvent, certains Américains ont souvent des problèmes parce que lorsqu'il est né dans un ghetto et qu'il arrive, il passe toute sa vie dans un ghetto, lorsqu'il sort un peu, il va un peu dans un monde civilisé, il est un peu perdu parce qu'il est habitué au langage du ghetto. Il est habitué au code du ghetto. Donc, lorsqu'il part parler de la même manière dans un monde civilisé, on ne comprend pas. Parce qu'il n'a pas su s'adapter. Pourtant, il est né ici. Toi, tu viens d'ailleurs, tu es obligé de tout embrasser et d'utiliser les outils que tu auras selon les contextes où tu vas te retrouver. Si tu te retrouves dans un ghetto, alors tu vas utiliser les codes du ghetto pour mieux véhiculer ton message et mieux les comprendre. Si tu te retrouves dans un monde très très civilisé, il va falloir utiliser les codes de grande civilisation, des bonnes expressions, parce que la différence entre le ghetto et le monde civilisé, c'est que le langage est moins brut lorsque vous êtes dans un monde civilisé. On n'utilise pas de gros mots, on est beaucoup plus poli, alors que dans le domaine du ghetto, c'est la brutalité dans le langage. Donc, moi, je suis d'accord avec Donald Trump. L'anglais pour que tu t'adaptes facilement.